Paul Ariès, 55 ans, est politologue, essayiste et rédacteur en chef du mensuel Les Indignés, après avoir été celui du sarcophage. Il est un militant actif de l'objection de croissance, de la lutte contre la publicité et contre la malbouffe. Fermement convaincu que la décroissance est synonyme de partage des richesses, il fustige les décroissants austéritaires et il est adepte du buen vivir qu'il traduit par décroissance gourmande. Il co-organise en juillet 2012 le Forum mondial sur la pauvreté avec la communauté Emmaüs et aime à rappeler que sa décroissance n'est pas de droite. En 2014, il signe l'appel du Mouvement pour la 6e République initié par Jean-Luc Mélenchon et le Parti de gauche. Paul Ariès, bonjour. Bonjour. Vous êtes un militant actif de l'objection de croissance. Comment en êtes-vous personnellement venu à la contestation de la société croissante et depuis quand? Alors moi, je ne suis pas venu à la décroissance par l'écologie. J'y suis venu davantage par le fait que je n'ai jamais trouvé de plaisir à la société, je dirais, de consommation et d'hyperconsommation. Moi, je viens effectivement nativement de gauche, mais pour des raisons familiales, mais aussi qui tiennent à ma propre histoire, j'ai toujours trouvé que le productivisme et le consumérisme n'étaient pas ce qui apportait davantage de bonheur. Donc c'est par la gauche que j'y suis venu, mais par une gauche antiproductiviste, avant même qu'on commence à parler de menaces sur les écosystèmes. Donc j'avais presque, je dirais au niveau des tripes, ce rejet de la société d'hyperconsommation, et après je me suis bricolé de bonnes raisons d'être objecteur de croissance. Alors au niveau des tripes et maintenant au niveau de l'esprit, on distingue généralement deux approches de la décroissance, une approche physique qui met l'accent sur l'impossibilité matérielle de continuer à croître dans un monde où les ressources naturelles sont limitées, et une approche culturelle qui, elle, privilégie la lutte, comme vous venez de dire, contre le capitalisme productiviste et son corollaire consumériste. De quelle approche vous reconnaissez-vous le plus? Sans aucun doute de la deuxième approche. C'est-à-dire c'est parce que je suis un partageux dans tous les domaines, aussi bien, je dirais, sur le plan politique, c'est-à-dire que je suis effectivement pour une dilution du pouvoir dans la société, mais aussi sur le plan écologique. C'est-à-dire que je considère qu'il est indispensable qu'on apprenne à partager les richesses. Donc moi, la question qui a toujours été la mienne, c'est-à-dire qu'il faut partager le gâteau, mais donc il faut un autre gâteau. Il faut changer sa recette. Parce qu'on partage très mal des biens de luxe, des yachts et autres. Donc pour moi, j'allais dire, la décroissance, c'est presque venu naturellement, après des combats que j'ai pu mener contre la malbouffe, lorsque j'avais écrit mon premier bouquin contre la McDonaldisation, contre ce qu'on pourrait appeler la Disneylandisation du monde. C'est-à-dire pour moi, la décroissance, c'est qu'une façon de poursuivre le combat pour la justice sociale, et on parle aujourd'hui de justice écologique. Simplement sur le plan de la terminologie, je me définis aujourd'hui comme un objecteur de croissance amoureux du bien vivre. Tout simplement parce que, pour moi, les deux termes sont aussi importants les uns que les autres. C'est ce qu'essaie de résumer, maladroitement comme tout slogan, mais notre slogan. Moins de biens et plus de liens. Donc moins de biens matériels, c'est évident. Mais c'est pas pour apprendre à se serrer la ceinture. C'est pas pour être dur à jouir. C'est pour recréer du lien social, pour être du côté de la fabrique de l'humain. Et la décroissance, je dirais, c'est un peu un chemin de crête. C'est-à-dire qu'on croise dans les milieux de la décroissance le meilleur comme le pire. Le pire, ça serait effectivement une décroissance austéritaire, qui appellerait tout simplement, j'allais dire, peut-être faute d'imagination, à faire la même chose en moins. Et on pourrait dire dans ce cas-là qu'on pourrait trouver des ancêtres illustres, mais peu sympathiques, à la décroissance. Par exemple, Salazar, l'ancien dictateur portugais, qui disait que le bonheur était dans le renoncement. Salazar disait aussi qu'il fallait sacrifier le désir. Moi, c'est évident que si la décroissance était ça, je m'oppose à la décroissance. Parce que je suis du côté, d'un plus vivre. Je suis d'un côté d'une jouissance. Mais d'une jouissance qui n'est pas une jouissance d'avoir, une jouissance d'emprise, mais qui est une jouissance d'être. C'est-à-dire qui est une jouissance qui se souvient que l'être humain est d'abord un être social.
Alors, excusez-moi de revenir encore un petit peu sur l'idéologie. Ce sera une dernière question sur ce thème. Si on considère les économistes décroissants historiques, vous considérez-vous plus proche de Nicolas Georgescu-Roegen, le père fondateur du concept scientifique de décroissance inéluctable lié à la loi d'entropie, ou par exemple d'Hermann Daly, son disciple et néanmoins dissident, avec son concept d'état stationnaire? Alors déjà, pour moi, la décroissance, c'est pas un concept. C'est-à-dire que pour moi, la décroissance, c'est ce que j'avais pu appeler un mot obus, qui sert simplement à pulvériser l'idéologie dominante. Quand je dis que la décroissance, c'est pas un concept, ça veut dire que, comme le soutient d'ailleurs mon ami Serge Latouche, le vrai mot qu'on doit avoir dans la tête, c'est croissance. Privative, comme quand on dit athéisme. C'est-à-dire qu'il faut penser des solutions en dehors du mythe de la croissance. Mais je crois qu'on aurait tort, effectivement, de trop insister sur la dimension, on pourrait dire, inéluctable ou matérielle de la décroissance. C'est-à-dire sur l'épuisement des ressources, sur l'entropie. Parce que ce point de vue nous conduirait très vite, finalement, à adopter un discours politique ou des revendications qui ne seraient pas, j'allais dire, dans l'intérêt du plus grand nombre. Moi, je préfère partir d'un constat qui est tout simple, et qui est de dire qu'aujourd'hui, la planète est déjà bien assez riche pour permettre à 7 milliards, 8 milliards d'humains de vivre bien. Et moi, j'appartiens davantage, effectivement, à toute cette longue tradition, mais qui remonte sur plusieurs siècles, des gauches antiproductivistes, et qui accueillent avec sympathie, mais parfois avec réserve, certains discours de ce qu'on pourrait appeler une écologie radicale. Donc je préfère me situer dans, j'allais dire, la trajectoire, la mouvance du droit à la paresse de Paul Lafargue, que plutôt effectivement dans des travaux qui reposent sur une approche, j'allais dire, de sciences naturelles. On a en bon exemple des limites d'ailleurs, lorsque un ancien ministre de l'écologie, qu'on connaît tous, signe un bouquin sur Pétrole Apocalypse, Yves Cochet, et qu'il dit, compte tenu de la déflation, nous n'aurons plus d'aviation civile en 2013. Les avions continuent à circuler. Je crois qu'il faut se méfier d'une vision trop apocalyptique. Et le danger, c'est pas simplement d'alarmer les gens trop tôt, c'est tout simplement que le réquisitoire pourrait finir par être assommant. Et je dirais que le réquisitoire contre la société productiviste, on l'a effectivement nourri depuis des années, à un tel point que finalement ça pourrait presque développer le cynisme. Et moi je le vois y compris parmi mes étudiants. Je dirais que ce sont des étudiants qui sont nés dans le cadre d'un discours écolo. Ça fait 20 ans qu'ils entendent dire qu'il y a le feu à la planète. Eh bien je dirais, à force de leur répéter ceci, sans leur donner des perspectives, sans leur montrer qu'effectivement ils ont tout à y gagner, ils finissent par ne plus croire ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'ils finissent effectivement par considérer que tout ce discours sur le réchauffement planétaire, sur l'épuisement des ressources, finalement, ça serait ce qu'on pourrait appeler un global hiver, c'est-à-dire un des gros mensonges du système. Et à ce moment, on a totalement perdu. Alors, vous parlez de vos étudiants. Précisément, à votre avis, comment l'homme de la rue en général se positionne-t-il par rapport au concept de décroissance? Vous dites que vous n'aimez pas le concept, on va dire au mot décroissance. Si vous deviez dresser une carte sociologique de la décroissance, quels seraient ses grands contours? D'une manière générale, moi je suis convaincu que ceux qui parlent le mieux, ou qui pratiquent plutôt le mieux, la décroissance, ce sont les milieux les plus populaires. C'est-à-dire qu'y compris dans certains milieux écologistes, dans certains milieux de la décroissance de droite, on a tendance à diaboliser les milieux populaires, à les dénoncer pour leur vieille voiture polluante, à les dénoncer pour leur amour des écrans plasma. Mais en fait, quand on regarde objectivement les chiffres, ceux qui émettent le moins d'émissions de carbone, c'est ceux qui ont moins, c'est pas ceux qui ont le plus. Et donc ceux qui parlent et ceux qui font le mieux aujourd'hui de la décroissance ou de l'écologie, eh bien ce sont les milieux populaires et, j'allais presque dire, les plus populaires d'entre eux. Moi je suis très proche du courant qu'on appelle de l'écologisme des pauvres.
avec notamment l'un des grands théoriciens, Juan Martinez Allier, qui vient juste de republier dans le bouquin sur l'écologisme des pauvres, et qui nous montre que très souvent les pauvres, à l'échelle planétaire, font même de l'écologie, de l'objection de croissance, de la décroissance, sans même le savoir, sans le mot pour pouvoir le dire. Moi, je me méfie effectivement de cette idée qui est très en vogue, qu'il faudrait avoir déjà un certain pouvoir d'achat, un certain niveau de vie, pour pouvoir commencer à s'intéresser à l'écologie. Comme si l'écologie était une sorte de luxe pour gamins de riches, pour gosses de riches. Ça, c'est le point de vue des riches sur l'écologie. En revanche, les milieux populaires, ils ne relèvent pas d'une culture du manque, ils relèvent d'une culture du peu. Ça fait quelques centaines d'années qu'ils apprennent à faire avec peu. Et de ce point de vue-là, des travaux comme ceux de Majid Ramina sur effectivement la puissance des pauvres, c'est-à-dire ce que l'on peut effectivement apprendre des pauvres, est à mes yeux essentiel. Alors, quand bien même la croissance resterait techniquement possible, là on revient sur la bioéconomie, soit par la découverte ou la mise en œuvre de nouvelles énergies renouvelables, la découverte de nouveaux minerais, soit on parle aussi d'un développement du tertiaire, palliant ainsi le repli du primaire ou du secondaire. Quand bien même ces éventualités, vous dites qu'il faudrait quand même décroître. Pourquoi? Mais parce que tout simplement pour pouvoir rester humain. C'est-à-dire que moi je suis totalement convaincu que nous avons choisi collectivement la production des richesses économiques contre la propre reproduction de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, parler de société capitaliste est devenu un abus de langage. Ce monde capitaliste ne fait plus société, puisque ce qui le caractérise, c'est la déliaison sociale. Mais parler de monde capitaliste, c'est aussi un abus de langage. Cet univers capitaliste n'est plus un monde puisqu'il n'est pas porteur de sens. Donc l'idée que finalement, la finalité de nos existences, ça serait d'accumuler toujours plus, d'avoir toujours plus. C'est quelque chose qui nous empêche d'être pleinement humains. Et de ce point de vue, je suis convaincu que c'est véritablement en se mettant à l'écoute des plus pauvres et notamment des peuples du Sud que nous pouvons apprendre les principaux outils théoriques qui nous permettent d'envisager des transitions vers ce qu'on pourrait appeler une société de la décroissance, nous viennent aujourd'hui des pays les plus pauvres. C'est par exemple en Amérique du Sud le concept de buen vivir, de bien vivre, par opposition au bien-être de la société d'hyperconsommation. En Afrique, c'est la notion de plus vivre, dans la philosophie négro-africaine de l'existence. En Inde, c'est la notion de vie pleine, par opposition à ce qu'est notre conception d'une vie bonne. La notion d'anti-extractivisme, la notion de pachamanisme, de défense de la terre-mère, nous viennent aussi de ces peuples-là. Parce que tout simplement, de par, j'allais dire, leur vie ordinaire, de par leur mémoire, de par leur culture, ils entretiennent d'autres façons de vivre qui ne sont pas les nôtres. La pire des choses pour moi, et c'est là où la décroissance, et une partie de la décroissance, fait un très sale boulot, c'est lorsqu'on laisse croire que la décroissance, ça serait simplement de faire la même chose en moins. C'est-à-dire d'apprendre à se serrer la ceinture un peu, beaucoup passionnément, oui, à la folie. Alors que cette perspective, de toute façon, est totalement illusoire. C'est-à-dire que si on n'est pas du côté du plus vivre, si on n'est pas du côté d'un plus de jouissance, on n'y arrivera jamais. Parce que, ou alors à fantasmer sur l'instauration d'une dictature. Et on voit très bien comment dans certains milieux de la décroissance, ce thème gagne de plus en plus. Je dirais, on avait déjà Hans Jonas, qui, dans le principe responsabilité, parlait d'une tyrannie éclairée. On a Dominique Bourg qui parle d'un gouvernement des sages. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on ne s'en sortira pas sans un surcroît de démocratie. Parce que toute dictature, qu'elle soit de droite, de gauche, écologiste ou décroissante, aura nécessairement un bilan humain, un bilan social, et puis un bilan écologique déplorable. Revenons un petit peu, si vous le voulez bien, sur la biologie. Que pensez-vous des conclusions du GIEC sur le réchauffement climatique et partagez-vous l'opinion de certains qui considèrent que le GIEC est un lobby au service du capitalisme vert? Alors déjà, moi, il y a quelque chose qui naturellement me déplaît dans les conclusions du GIEC. Et je viendrai après à ce que me plaît énormément. C'est lorsque le GIEC parle sans arrêt de responsabilité anthropique par rapport au réchauffement. En disant effectivement, ce sont les humains qui sont responsables. Mais quand on dit ça, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Oui, effectivement, les Européens, les Nord-Américains sont responsables. Mais les Maliens, que je sache, sont des humains. Ils ne sont pas responsables de l'effondrement climatique. Parler de responsabilité anthropique, c'est un faux nez, c'est un masque qui permet d'éviter de désigner les vrais coupables, c'est-à-dire le système capitaliste, le système productiviste, et je dirais globalement les enrichis. Donc il y a, de ce point de vue-là, une responsabilité du GIEC, responsabilité politique, de ne pas désigner les vrais responsables. En revanche, par rapport au constat, qui est de dire effectivement, il y a le feu à la planète, on ne peut pas continuer ainsi. Oui, les chiffres, les estimations données par le GIEC sont tout à fait sérieuses, tout à fait réalistes. En revanche, on peut en faire deux choses. Je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on va dans le mur. Il y a ceux qui, comme nous, pensent qu'il est nécessaire non pas de revenir en arrière, parce qu'on ne revient jamais en arrière, mais de faire des pas de côté. Et puis il y a ceux, majoritaires aujourd'hui, à l'échelle planétaire, qui pensent qu'il est possible de sauter par-dessus le mur. Eh bien, ceux qui pensent qu'il est possible de sauter par-dessus le mur, c'est le capitalisme vert que vous évoquez. Et le capitalisme vert, c'est pas simplement du greenwashing, c'est pas simplement du verdissement de l'image des entreprises. Le capitalisme vert, c'est un grand projet, un vrai projet, monstrueux, mais un grand et un vrai projet, c'est l'idée qu'il serait possible d'adapter la planète et d'adapter l'humanité aux besoins du productivisme. Adaptons la planète, nous ne l'aurons pas, tout est prêt. On dépose des milliers de brevets tous les jours qui vont dans ce sens-là. Les fantasmes sont là, le culte de la toute-puissance, l'idée que la technoscience aura des réponses à tout. Adapter la planète, c'est tout simplement, déjà, toutes ces techniques de modification artificielle du climat. Mais il n'y a pas que la planète qu'on souhaite adapter, c'est aussi l'humanité. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. L'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, avec nos dépôts, nos faiblesses, serait inadaptée à la société productiviste et capitaliste. Donc il faudrait un désespècement. Et on nous propose d'aller globalement dans deux grandes directions. De passer de l'homo sapiens sapiens que nous sommes, c'est-à-dire l'individu qui sait qu'il sait, au cyborg, à l'individu appareillé, avec des dizaines de centaines de prothèses techniques intelligentes ou pas. Nous ne l'aurons pas, ça va nous être vendu au nom de la plus grande générosité, ça permettra de rendre la vue à l'aveugle. Mais comme le dénonce mon ami Jacques Testard, derrière ça, c'est bien l'idée d'un humain augmenté. Puis la deuxième, j'allais dire mauvaise nouvelle, concernant le transhumanisme, c'est l'idée qu'il faudrait passer de l'homo sapiens sapiens à ce qu'il nomme le soma sapiens. L'individu grand consommateur de médicaments, mais aussi de substances d'amplification cognitive, afin d'agir sur la composition biochimique du cerveau. Une sorte de paradis sur ordonnance. Donc oui, effectivement, nos adversaires, ils ont un vrai projet, le capitalisme vert. Mais alors, d'après vous, le GIEC lobby au service du capitalisme vert, oui ou non? Je dirais qu'aujourd'hui, le GIEC, comme d'une manière générale, toutes les grandes institutions internationales, c'est à la fois un lieu qui va porter un certain nombre, et c'est peut-être sans doute à l'intérieur de l'ONU, aujourd'hui à l'échelle mondiale, que le point de vue des pays les plus pauvres se fait le mieux entendre. On le voit très bien à travers le dernier accord entre la Chine et les États-Unis. Cet accord, à la veille de la Convention Climat 2015 à Paris, c'est un très mauvais coup. C'est un très mauvais coup pour deux raisons. C'est un très mauvais coup, déjà, parce qu'effectivement c'est un accord qui est plus qu'à minima, puisque c'est au-dessous des engagements collectifs antérieurs. Et puis surtout, c'est l'idée qu'on va s'entendre de façon binaire, entre grandes puissances, et non pas dans le cadre, même si l'ONU est imparfaite, mais des négociations internationales. Donc moi, je dirais par rapport à GIEC, qui est une délégation de l'ONU, peut mieux faire. Et je crois qu'il faudrait faire attention à ne pas aller trop vite. Je dirais ce discours sur le GIEC, instrument du capitalisme vert, c'est aussi, y compris, on a publié, nous, dans Les Indignés, un texte disant le rapport du Club de Rome a été commandité par des grandes firmes internationales. Oui, c'est vrai. Et pourtant, on a tiré beaucoup de choses du rapport du Club de Rome. Donc il faut prendre position sur ce qui est possible pour construire des rapports de force. Que pensez-vous des propositions de Jean-Marc Jancovici, co-auteur du pacte écologique de Nicolas Hulot, sur la taxation de l'énergie fossile et le développement du nucléaire? Alors Jancovici, là, j'allais dire que c'est presque la même chose. Je pense notamment à son site, Manicor, qui est extraordinaire. Et je suis convaincu qu'y compris beaucoup de gens qui dénoncent
systématiquement Jancovici pille son site par rapport à énormément d'informations. Ensuite, tiens, que fait-il de ces informations? On sait que Jancovici a choisi notamment le nucléaire contre, je dirais, moi je me méfie beaucoup de tout le discours sur le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est de dire on va prendre du nucléaire, on va prendre des énergies fossiles et un peu d'énergie renouvelable. Dans le mix énergétique, le renouvelable, il a toujours la dernière position. Je dirais parler de mix, c'est une bonne façon pour repousser à plus tard le vrai combat d'aujourd'hui, c'est d'arrêter le nucléaire. Et d'arrêter au plus vite. Donc j'ai un désaccord, effectivement, total avec Jancovici sur ce point-là. En revanche, je dirais qu'il fait partie des gens qui ont l'honnêteté de dire qu'on ne peut pas continuer ainsi. Mais être conscient qu'on ne peut pas continuer ainsi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que Jancovici n'a pas confiance dans ce qu'on pourrait appeler simplement les gens ordinaires, les milieux populaires. Mais ce n'est pas le seul. Jancovici est assez proche, sur beaucoup de choses, d'un courant qui reprend de la force aujourd'hui en France, autour des idées de Veblen, de Thorstein Veblen. Cette idée, effectivement, que les milieux populaires ne pourrait être que dans l'imitation des modes de vie des classes dirigeantes. Si c'est vrai, eh bien si c'est vrai, moi je retourne sur mes hauts plateaux de la Haute-Loire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a plus aucun espoir. Moi j'ai choisi de croire, je dis bien j'ai choisi de croire, peut-être que je me plante, qu'il y a aujourd'hui en réservoir d'alternatives, de modes de vie autres dans la société, mais que la force du système est de rendre ça invisible. Revenons 5 minutes sur la politique. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plutôt issu du courant de la gauche, plutôt que du courant écolo initial. Quelles sont vos relations aujourd'hui et votre position par rapport à EELV, notamment, ou au parti de gauche? Alors depuis maintenant, je dirais presque 10 ans, j'essaye de travailler à la convergence d'un certain nombre de forces. Ça a été le cas avec le bimestriel Le Sarcophage, c'est le cas maintenant avec les Indignés. Je crois qu'à l'intérieur de toutes les organisations de gauche et à l'intérieur d'Europe Écologie, un certain nombre de personnes pensent comme nous. Et souvent qu'il y a plus de désaccords à l'intérieur de 2 membres d'Europe Écologie ou 2 membres du parti de gauche qu'entre des gens qui sont membres d'organisations différentes. Je dirais que tout ça se fait naturellement dans des proportions différentes. Europe Écologie Les Verts est tout à fait représentatif aujourd'hui d'une écologie libérale. C'est-à-dire qu'il est évident que pour moi, je dirais que Europe Écologie n'est pas à la hauteur de l'histoire. Et je dirais que le parti de gauche n'a pas réussi sa mue suffisante pour passer, je dirais, d'une tradition de gauche classique à ce qu'il nomme l'écosocialisme. C'est-à-dire, je crois qu'on est encore effectivement à la recherche de quelque chose. Mais ça se produit dans un contexte, où on le voit très bien, de droitisation générale de la société, voire d'extrême droitisation de la société. Et les milieux de la décroissance n'en sont pas exempts non plus. Nous sommes vraiment aujourd'hui, je dirais, orphelins. Sur le plan organisationnel, c'est évident, mais nous sommes aussi orphelins sur le plan des idées et des concepts. C'est-à-dire qu'on manque effectivement d'un projet politique qui permette de donner du sens à nos combats. Il ne suffit pas d'appeler à la lutte, je dirais qu'on fait ça sans cesse. Il faut avoir cette capacité aujourd'hui à donner du sens. Et puis tout simplement à s'opposer au système de façon efficace. L'agriculture actuelle est très fortement dépendante du pétrole pour le carburant des tracteurs et les divers engins de récolte, pour les engrais, les pesticides, les fongicides, herbicides et autres produits phytosanitaires. Pensez-vous qu'une agriculture privée progressivement de pétrole verra ses rendements diminuer? Et si oui, pensez-vous qu'elle pourra néanmoins nourrir les 10 milliards d'humains prévus pour 2050? 2 éléments dans votre question. Déjà, est-on certain que le système ne va pas trouver de quoi nous pourrir la vie encore pendant très longtemps? Moi, j'avais beaucoup aimé la formule de Geneviève Azam, donc économiste et membre du conseil scientifique d'attaque, qui parlait de la malédiction des gaz de schiste. De la même façon, on sait très bien que les réserves de charbon représentent 2 siècles et demi de consommation au rythme actuel. Mais ce qu'on sait, c'est que le charbon, même liquéfié, c'est un tueur de climat.
Donc, est-ce que le système va crever de panne sèche? J'en suis pas du tout certain. En revanche, est-ce qu'il faut sortir de l'agriculture que l'on a aujourd'hui? Oui, là j'en suis absolument certain. Et je dirais j'en suis certain à la fois parce que cette agriculture productiviste a fait la preuve de son incapacité à nourrir 7 milliards d'humains. Parce que cette agriculture productiviste a fait la preuve qu'elle est génératrice de gaspillage. Plus de 30% de l'agriculture mondiale est gaspillée, presque 40% au niveau mondial. Et puis parce que cette agriculture productiviste, c'est un monde sans paysans. Moi je suis contre cette idée d'un monde sans paysans, comme je suis contre l'idée d'un monde sans ouvriers ou sans enseignants. C'est-à-dire que s'il faut effectivement développer une agriculture biologique, s'il faut développer la permaculture, s'il faut revenir effectivement à une agriculture paysanne, c'est bien pour pouvoir, j'allais dire, aussi changer notre façon de s'alimenter. Il faut aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, assurant la biodiversité. Et on a une chance extraordinaire en France. On sait que plus d'un repas sur deux est pris dans le cadre de ce qu'on appelle la restauration sociale. Restauration scolaire, d'entreprises hospitalières. Si les pouvoirs publics le souhaitaient, on aurait là un extraordinaire levier. Inventons des politiques alimentaires pour pouvoir transformer les politiques agricoles. Mettons dans les cahiers des charges qui sont liés au code des marchés publics des contraintes qui obligent à consommer bio, local, et à ce moment-là, oui, effectivement, nous pourrons y arriver. Oui, d'accord, mais l'agriculture de l'après-croissance, de l'après-pétrole, qui sera une agriculture sans pétrole, qui sera de la permaculture, de l'agriculture biologique, de l'agroforesterie, de l'agriculture paysanne, d'accord. Mais est-ce que cette agriculture aura les rendements nécessaires pour nourrir 10 milliards d'habitants? C'était la deuxième partie de la question. Les travaux qui ont été faits, y compris au sein de la FAO, du Fonds agricole mondial, montrent que ce type d'agriculture peut effectivement nourrir 7 ou 8 milliards d'humains. Pour moi, je veux dire, il y a une question sous-jacente à votre interrogation, c'est la question de la démographie. Est-ce que le grand problème... C'était ma question suivante. Êtes-vous favorable à une réduction de la démographie? Et si oui, par quels moyens? C'est lié, bien entendu, puisque si les rendements augmentent ou diminuent, et si la population augmente ou diminue, on a une équation qui va s'équilibrer ou pas. Mais j'avais senti venir... Ça avait senti venir. La question. J'aurais tendance à dire, déjà de façon un peu provocante, hein, il y a toujours trop d'humains pour ceux qui ne les aiment pas. Maintenant, je vais répondre plus sérieusement. Je me méfie beaucoup d'un discours malthusianiste. De la même façon que je ne suis pas d'accord avec le GIEC. Lorsque le GIEC parle de responsabilité anthropique, j'aurais tendance à dire qu'il y a trop d'automobilistes, mais pas trop d'humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre à 1 milliard de Nord-Américains ou de Français à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que notre mode de vie n'est pas généralisable. Mais on peut très bien vivre à 15 milliards de Maliens. Donc le problème, ce n'est pas celui du trop d'humains, c'est celui du trop de consommateurs. Mais en même temps, quand j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux la question de la démographie. Mais que cette question de la démographie, il faut la traiter, j'allais presque dire, par la bande, autrement. Je dirais, comment va-t-on réduire la population? Comment va-t-on accélérer ce qu'on appelle la transition démographique? Sûrement pas, à mon sens, par des mesures autoritaires. Sauf à croire une tyrannie éclairée. La meilleure façon de réduire le nombre d'enfants par femme, on le connaît, c'est de scolariser les jeunes filles. C'est de reprendre le mouvement pour l'émancipation féminine. Donc pour moi, je dirais que cette question de la démographie, qui est en même temps une vraie question, il est évident qu'à 6 milliards, à 5 milliards, même à 7 milliards, ça sera plus facile qu'à 10 ou 12 milliards. Mais cette question de la démographie sera en quelque sorte un sous-produit d'une évolution générale de la société vers plus d'émancipation. Parce qu'autrement, on voit très bien ce qui est en jeu. Je dirais, lorsque j'interpelle un certain nombre d'ingénieurs de croissance ou d'écologistes favorables à cette démarche malthusienne, et qu'on pose la question, on commence par qui?
C'est-à-dire, effectivement, par qui va-t-on commencer à réduire la population, au-delà de ce qu'est la posture militante, de la grève des ventres. Vieille posture de la gauche, du 19e siècle, notamment dans les milieux anarchistes. Eh bien, on voit très bien qui devra faire des efforts, ce sont les Africains. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est une façon, pour les plus riches, de s'en prendre aux plus pauvres. J'avais consacré un bouquin il y a quelques années sur, effectivement, les délires, ce que j'avais appelé les délires, d'un certain nombre de groupes anti-humains, et qui prônent effectivement le malthusianisme, la réduction de la population. Et quand on regarde ces organisations à l'échelle internationale, qu'est-ce qu'elles commencent à dire? Ben, elles disent toutes, il faut, par exemple, interdire l'immigration. Elles disent également, il faut couper, c'est pas un choix spécialement favorable à ce qu'on appelle l'aide au développement, mais il faut couper l'aide au développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller vers un partage des richesses. Parce qu'effectivement, la grande idée qui est là, c'est qu'il faut s'en prendre là où il y a aujourd'hui les ventres les plus féconds. Et les ventres les plus féconds, ben oui, ce sont les ventres des plus pauvres. Donc là aussi, bon espoir. Je disais éducation, partage des ressources. Mais très concrètement, dans nos pays développés, alors disons en France, êtes-vous pour ou contre, êtes-vous pour un maintien de la politique d'aide à la natalité ou pour une suppression de ces aides? Ça dépend ce que vous entendez par politique de la natalité. Si vous entendez par là les allocations familiales, je dirais que je ne suis pas spécifiquement pour. Mais d'ailleurs, on sait très bien que ce n'est pas l'essentiel. Si vous entendez équipement collectif comme les crèches, à ce moment-là, je suis pour. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on a un taux de fécondité meilleur qu'en Allemagne? Ce n'est pas les politiques d'allocation familiale, c'est les crèches. C'est-à-dire que chaque fois qu'en France, aujourd'hui, effectivement, on dit, eh ben, globalement, il faut couper, c'est une proposition qui a été faite, y compris dans les milieux écolos, il faut supprimer effectivement les aides financières aux enfants. Ça n'aura pas une grande efficacité. Sauf si on va plus loin. Sauf si on va plus loin. C'est parce qu'elles deviennent, je dirais, efficaces, ces aides, à partir du 3e et du 4e enfant. Or, on sait qu'aujourd'hui, le grand problème, du point de vue des natalistes, ce qui n'est pas mon cas, c'est pas le premier enfant, c'est pas le 3e ou le 4e, c'est le 2e. Puisque c'est là où, effectivement, qu'il y a un creux par rapport aux générations précédentes. Donc, s'il s'agit de dire, on va couper tout ce qui a permis aux femmes de sortir de l'économie domestique, je parlais des crèches, mais pas seulement les crèches, eh bien, dans ce cas-là, non, je ne suis pas favorable parce que je suis du côté de l'émancipation féminine. Alors, revenons un petit peu sur le sens du mot décroissance. Vous opposez la notion de décroissance et celle de récession. Mais quelle différence faites-vous réellement entre la décroissance et la récession? Pensez-vous par exemple qu'une société privée de l'essentiel de ses ressources énergétiques et minérales, par suite d'un assèchement géologique, hein, c'est l'entropie, serait en situation de récession ou de décroissance? Déjà, je l'ai dit, pour moi, le terme de décroissance, et c'est la position de Serge Latouche aussi, c'est pas un concept scientifique. Alors que la récession, c'est quoi? C'est l'inverse de la croissance. La décroissance, c'est pas l'inverse de la croissance. C'est pas de se serrer la ceinture. Je dirais, si la décroissance, c'est ça, c'est l'austérité. Et on a eu, effectivement, il y a un clivage en France entre une petite minorité de la décroissance qui prône l'austérité et une immense majorité, je dirais des décroissants, des options de croissance, peu importe le mot, qui combat l'austérité. Derrière ce positionnement sur le terme austérité, c'est deux conceptions différentes de la société. Je ne vous parle pas d'austérité, là, je vous parle de récession. Une récession quasiment anthropique, c'est-à-dire si on a moins de fer, si on a moins de charbon, si on a moins de pétrole, quelque part on va avoir une activité industrielle qui va diminuer, donc ça s'appelle un déclin industriel. Est-ce que c'est une récession, ça, ou est-ce que c'est une décroissance? Mais ça peut être les deux. Si c'est dans le cadre d'une logique capitaliste que cela se produit, c'est effectivement une récession. Hannah Arendt disait qu'il n'y avait rien de pire qu'une société travailliste sans travail. Il n'y aura rien de pire qu'une société de croissance avec une récession. Parce qu'effectivement, ça n'ira pas sans son cortège de misère. Et donc, nous, quand on parle de décroissance, c'est tout autre chose qu'on envisage. Il ne s'agit sûrement pas de dire aux gens, vous allez
vivre moins bien. Il s'agit de dire qu'il faut vivre autrement. Et dans cet autrement, il est évident qu'à ce moment-là, l'aspect, il faudra voyager moins, il faudra manger moins de viande, il faudra avoir des productions d'objets qui intègrent dès le départ la lutte contre l'obsolescence programmée, qui permettent de les réparer. Et à ce moment-là, effectivement, je dirais tout ce que, j'allais dire, ce point de vue sur l'entropie implique est réintégré. Mais il est réintégré une fois qu'on a admis qu'il faut changer de mode de vie. Le grand problème des décroissants austéritaires, parce que ça existe, c'est qu'ils regardent les pauvres du point de vue des riches. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les milieux populaires, que les pauvres, seraient des riches qui n'auraient pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils les pensent toujours en termes de manque. En économie, le manque de pouvoir d'achat. En culture, le manque d'éducation. En politique, le manque de participation. Tout ça, c'est peut-être en partie vrai, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est que les milieux populaires, les pauvres, ils ont une autre richesse. Ils ont d'autres rapports à la vie, d'autres rapports au travail, à la consommation, à la nature, au temps. Et si on n'arrive pas, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, et si on n'arrive pas à ce basculement pour éveiller ces modes de vie populaires, eh bien, à ce moment-là, effectivement, l'avenir qui est le nôtre, ça sera celui d'une récession. C'est-à-dire que ça sera celui d'un partage encore plus inégalitaire des ressources, parce que ça ne sera pas la récession pour tout le monde. Faites-vous une différence entre la décroissance volontaire et la décroissance forcée? Absolument pas. En d'autres termes, pensez-vous que la décroissance puisse être imposée par la législation? Cette notion de décroissance volontaire face à la décroissance imposée, ça a été infoné, inventé par les décroissants austéritaires. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on leur a dit, mais globalement, ce que vous proposez, c'est la même chose que la Troïka, que le FMI. C'est de dire, il va falloir apprendre aux pauvres à vivre avec moins. Ils ont dit, ah oui, mais nous, c'est volontaire, c'est un choix. C'est-à-dire, on choisit de se donner un coup de marteau, plutôt que ce soit effectivement les puissants qui nous imposent ce coup de marteau. C'est là où, effectivement, on a totalement, je veux dire, cette ligne de fracture entre, pour la France, c'est pas le cas dans tous les autres pays, hein, c'est vraiment spécifique à la France, entre un petit courant de droite de la décroissance, pour utiliser un vieux jargon, et des courants issus de ce qu'on pourrait appeler des sensibilités des gauches. Et on le voit très bien dans la guéguerre en France, mais guéguerre qui est sérieuse, entre les deux organisations constituées. Je dirais d'un côté le MOC, le mouvement des objecteurs de croissance, à côté de lui le PPLD, le Parti pour la décroissance, qui s'oppose fondamentalement à ce qui est par exemple la ligne éditoriale du mensuel La Décroissance. Avec le patron, il n'aimerait pas le terme d'ailleurs, avec l'animateur... Disons-le. Non, mais avec l'animateur du PPLD, Vincent Liéget, qui reprend une des rubriques du mensuel La Décroissance, qui est l'objet inutile du mois, hein, que vous n'achèterez pas, en disant le mensuel, la saloperie, voilà, du mois, il dit la saloperie du mois, le mensuel La Décroissance. Mais c'est pas des rivalités de personnes, c'est véritablement un clivage. C'est-à-dire que tant qu'il s'agissait de dire qu'on n'aimait pas cette société du toujours plus, tant qu'il s'agissait de s'opposer à la publicité, j'allais dire globalement on pouvait s'entendre. Parce qu'effectivement, la haine de la publicité, c'est venu d'abord dans les milieux médicaux, puis dans les milieux cathos de droite, avant que quelques personnes de gauche commencent à s'en saisir. Mais lorsqu'il s'agit de dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel type de société on construit? Là, effectivement, il y a un désaccord absolu. C'est pour ça que je disais la décroissance. Mais moi, je ne dis pas qu'il ne soit pas décroissant. Je dis c'est une autre décroissance. La décroissance, c'est un chemin de crête. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous êtes partisan d'un revenu de base inconditionnel pour tous. Pouvez-vous nous décrire en détail le dispositif que vous proposez? Alors, juste avant, quand je disais qu'il y avait un différent entre ce qu'on pourrait appeler une décroissance austéritaire et une décroissance du bien-vivre, ça se traduit politiquement. C'est-à-dire que la décroissance austéritaire prend position en faveur et appelle à fêter l'austérité. Est contre la réduction du temps de travail, est contre toute idée de gratuité des services publics, et est contre ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le revenu garanti pour tous. Alors que moi, je suis convaincu qu'une des parties de la réponse, c'est effectivement non seulement de marcher vers la gratuité des services publics et des biens communs,
mais d'instaurer ce revenu minimum, même sans emploi. Alors il y a un débat, savoir s'il faut parler de dotation individuelle d'autonomie. Non, mais dans le contenu, Le contenu, il est très simple. C'est de dire dispositif. que l'idée de base, elle est toute simple. C'est que la force du système productiviste et de capitaliste, c'est d'insécuriser les gens. C'est parce que j'ai peur pour demain matin, pour moi ou mes gamins, que tous les matins je me lève pour aller bosser. Donc le système insécurise économiquement. Eh bien, nous devons sécuriser. Sécuriser les gens, c'est leur apporter de quoi vivre. De quoi vivre bien, au sens du buen vivir, du bien vivre. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est de donner à chacun les moyens de vivre bien. Mais cette dotation, c'est la raison pour laquelle on parle de dotation individuelle d'autonomie. Elle pourrait être donnée de 3 façons. Une petite partie... Inconditionnelle. Dotation Il est inconditionnel, oui. Une partie qui pourrait être donnée sous forme de monnaie nationale, en euros. Une partie qui pourrait être donnée sous forme de monnaie régionale, locale, à créer, pour faciliter la relocalisation des activités, sur le même modèle que ce que font un certain nombre de villes dans l'Europe, où les aides sociales sont données sous forme de bons d'achat à valoir sur des produits locaux. Et on pourrait même imaginer que ces monnaies locales, régionales, soient fondantes. C'est-à-dire qu'elles perdent de leur valeur au fur et à mesure pour rendre à la monnaie sa première fonction, qui est une fonction d'échange et pas de capitalisation. Mais moi, j'aime bien l'idée que ce revenu d'existence, cette dotation individuelle, inconditionnelle, soit donné au maximum de façon démonétarisée. C'est-à-dire sous forme de liberté d'accès à un certain nombre de biens publics, par exemple, tant de kilowatts d'électricité, la fameuse notion de bouclier énergétique. Par exemple, gratuité des transports en commun, de la restauration scolaire, etc. Ou des services funéraires. D'accord, mais démonétariser ou pas, l'ensemble de ces 3 sources peut être valorisé. Vous estimez cette valorisation à combien par mois, par exemple? Alors ça a été parlé chiffré. de 1000 euros, de 1500 voilà. euros. 1500, probablement pas. Mais là encore, poser la question... Pour fixer les idées. Hein. Oui. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, ce que représente en termes d'émissions de carbone, un pouvoir d'achat de 1200 ou 1300 euros n'est pas universalisable, n'est pas mondialisable. Mais la pire des choses... On parle de la France. Non, mais la pire des choses, c'est qu'en France, on peut avoir 1200 euros ou 1300 euros et de ne pas y arriver, compte tenu du mode de vie qui est le nôtre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas se dire, on va donner 1000 euros ou 1500 euros sans changer le mode de vie, sans changer les modes de production. Sinon, effectivement, on va totalement dans le mur. Alors maintenant, pour revenir sur le plan des chiffres, ça avait été chiffré par Patrick Vivray quand il était magistrat à la Cour des comptes, Baptiste Milondo a repris ça dans des bouquins, on sait qu'aujourd'hui, on pourrait donner globalement entre 800 et 1000 euros à chacun. Mais si on ne dit que ça, on est très court sur pattes. Parce que c'est passé à côté de justement tout ce qui est démonétarisé et qui doit être, à mes yeux, essentiel. Mais si je suis pour la gratuité de la restauration scolaire, c'est sûrement pas pour rendre gratuit la malbouffe. C'est-à-dire quand on parle de gratuité, c'est bien pour transformer en même temps le contenu des produits. Sinon, on n'aura pas progressé dans le tas. Mais pouvez-vous nous expliquer en quoi ce dispositif, la dotation inconditionnelle d'autonomie, est relié à la décroissance? Plus exactement, en quoi ce revenu de base serait-il, selon vous, générateur de décroissance? Alors déjà, ce revenu de base est nécessairement couplé, selon nous, avec un revenu maximal autorisé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller vers une réduction très importante de la hiérarchie des revenus, et je dirais au-delà, d'aller aussi vers une réduction très importante de la hiérarchie des patrimoines, notamment en allant vers l'interdiction de la propriété lucrative. Donc première chose, resserrer les niveaux de vie. Deuxième élément, pourquoi c'est important? C'est parce que si on refuse d'être des forçats du travail et de la consommation, c'est bien pour pouvoir être autre chose, pour pouvoir développer les autres facettes de nos personnalités qui sont écrasées par le capitalisme et le productivisme. Or ça nécessite de desserrer les taux de l'économie. Et si on veut effectivement une dotation individuelle, c'est bien pour permettre aux gens d'être autre chose que voués à aller au travail. On sait que la gauche, traditionnellement, s'oppose à toute idée d'un revenu garanti.
Pourquoi? Parce que la gauche dit, si on adopte un revenu garanti, quelle qu'en soit la forme, ça va permettre à la droite et au patronat et à la fausse gauche de déconstruire le code du travail et d'aller vers des petits boulots. Premier élément de réponse, on n'a pas attendu le revenu garanti pour déconstruire le code du travail. Deuxième élément de réponse, moi je suis convaincu qu'au contraire, ça inversera, j'allais dire simplement le rapport de force. Ça fera que des gens ne seront plus prêts à faire n'importe quel boulot pour n'importe quoi. Et ça permettra peut-être de reposer, c'est un espoir, hein, la question de l'utilité du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que je produis, pourquoi et pour qui? Et à ce moment-là, oui, nous aurons effectivement beaucoup progressé. Mais c'est là où on voit, à travers la question que vous posez, je dirais que soit on considère que la décroissance, c'est pour ça que je reviens sur cette formule, parce que je n'avais pas trouvé d'autre pour l'instant, c'est faire la même chose en moins. C'est-à-dire qu'on prend la société telle qu'elle est et on la rapetisse. Ouais. Et bien dans ce cas-là, à mon avis, effectivement, on est à côté de la plaque. Soit on imagine que la décroissance, c'est l'occasion d'inventer autre chose. D'autres modes de vie, d'autres façons d'être par rapport à la nature, au temps, à l'espace, un autre rapport au travail, un autre rapport à la consommation, et dans ce cas-là, on peut reprendre de l'espoir. Mais alors, bon, ce RMA, revenu maximum autorisé, que vous préconisez, qui est couplé avec la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui consiste, vous m'arrêtez si je me trompe, à prélever intégralement tous les revenus au-delà d'un certain montant, 5 000 € par exemple, ou plus. Alors, ne craignez-vous pas que cette mesure, très coercitive, très autoritaire, et qui instaure en quelque sorte l'impôt roi, ne vienne renforcer vos détracteurs qui vous prêtent des intentions coercitives et étatiques? La première limite, je dirais, ce qui réunit l'ensemble des familles de la décroissance, c'est de dire que notre société a totalement sombré dans l'hubris, dans la démesure, que nous avons perdu la capacité de nous donner des limites. Lorsque l'individu, un enfant par exemple, n'est pas capable d'avoir des limites parce qu'on ne lui a pas transmises, il va les chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque, c'est le développement de la toxicomanie ou du suicide. Lorsqu'une société, comme la nôtre, n'est pas capable de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'épuisement des ressources, c'est le réchauffement planétaire, c'est l'explosion obscène des inégalités sociales. Donc l'un des grands enjeux anthropologiques, c'est bien de renouer avec cette capacité à se donner des limites. Eh bien, la première limite que je rencontre tous les matins en sortant de chez moi, c'est la loi. Ce qui pose bien sûr la question du contenu de cette loi. Est-ce que c'est une loi qui est faite dans l'intérêt du plus grand nombre ou d'une petite minorité? Et globalement, si on veut reprendre le slogan des indignés, qui n'est qu'un slogan, les 99% face aux 1%, eh bien, si les 99% choisissent de dire au-dessus d'un certain montant à définir démocratiquement, on prend tout, c'est une mesure démocratique. C'est pas une mesure tyrannique. Alors, à propos de la loi, à propos de l'interdiction qu'a le droit de faire la loi, pouvez-vous nous expliquer ce que vous appelez l'interdiction de la propriété lucrative? Là, j'ai repris tout simplement un certain nombre de propositions. Si on veut changer, si on veut rentrer en décroissance, réussir la transition, peu importe le vocabulaire, moi, j'ai pas le fétichisme des mots. Mais si on veut aller vers une société écologiquement soutenable, socialement soutenable, il faut changer le rapport à la consommation, au travail, à l'espace, au temps et à la propriété. Il est évident que l'un des grands enjeux anthropologiques, c'est de passer de cette jouissance d'emprise à une jouissance d'être. La jouissance d'emprise, c'est deux choses. C'est à la fois l'emprise sur les biens, les richesses économiques, et l'emprise sur les autres, le toujours plus de pouvoir, soit sur l'homme, soit sur la nature. Et si l'on veut passer effectivement de cette jouissance d'emprise à une autre jouissance, il faut trouver quelque chose qui soit aussi fort. Et c'est à ce moment-là où effectivement on dit qu'il va falloir examiner comment chaque milieu social se situe par rapport à ça. Et là, tous les travaux de sociologues, d'historiens, montrent que par exemple le rapport à la propriété, notamment la propriété lucrative, c'est-à-dire celle qui permet de faire de l'argent, de rapporter, n'est pas la même suivant les milieux sociaux. C'est-à-dire que globalement, il y a deux types de propriété. Il y a ce qu'on appelle la propriété domestique. Le fauteuil sur lequel vous êtes assis, votre mobilier, etc. Ce qui vous permet de vivre. Donc cette propriété-là, il ne s'agit pas d'y toucher. Il ne s'agit pas d'y toucher dans une certaine mesure. Je veux dire, on ne peut qu'encourager des formes de gestion collective pour un certain nombre de choses. Des voitures
tant qu'il y en aura mise en commun. Mais en revanche, la propriété lucrative, c'est-à-dire le fait de s'enrichir, de viser l'accumulation pour l'accumulation, dans laquelle l'argent devient la fin et non pas un moyen, celle-là, effectivement, elle doit être combattue. Oui, mais enfin, quand vous parlez d'interdiction de la propriété lucrative, il s'agit d'interdire quoi exactement? Eh bien, il s'agit par exemple de rendre la terre imprescriptible, pour utiliser un jargon juridique. Il s'agit de dire que le génome humain est imprescriptible. Il s'agit de dire que les moyens de production, qui sont ceux que les individus, que la société, considéraient comme essentiels par rapport à la satisfaction des besoins fondamentaux de l'humanité, doivent appartenir à tous. C'est-à-dire que du point de vue, pour moi, de l'objection de croissance, il y a nécessité de redévelopper, de redécouvrir l'idée coopérative. Donc interdiction veut dire collectivisation. Ça veut dire collectivisation de la terre n'appartient plus à un individu individualisé, hormis un petit lopin, et les outils de production sont collectivisés aussi. C'était pour bien comprendre ce que vous mettez dans le mot interdiction. Oui. Est-ce que c'est collectivisation ou est-ce que c'est c'est socialisation, et ouais, qui peut prendre plusieurs visages. C'est évident qu'on ne pourra pas réussir la transition tant qu'on reste dans un modèle centralisé, centralisateur, qui était celui, effectivement, de la collectivisation qu'on a connue à travers les tragédies du stalinisme et autres. Mais en revanche, de la même façon que la décroissance, c'est de vouloir le ralentissement contre le culte de la vitesse, que c'est vouloir la relocalisation contre le mondialisme, que c'est vouloir choisir une vie simple contre le mythe de l'abondance, que c'est vouloir une certaine planification contre le tout marché, eh bien, je dirais, la décroissance, c'est aussi impérativement choisir l'idée coopérative contre l'esprit de concurrence. Vous avez parlé à plusieurs reprises des décroissants austéritaires, ou de la décroissance de l'austérité. Qui sont ces décroissants austéritaires, très exactement? Ben, je dirais où? Non, mais par exemple Vincent Chenel, le patron du mensuel La Décroissance, se situe totalement dans cette mouvance-là. Le mensuel La Décroissance appelait, il faudrait vérifier la date, mais je crois que c'était en juin 2012, à fêter l'austérité. À fêter l'austérité. Je dirais fêter l'austérité, c'est effectivement exactement l'inverse de ce que nous, on prône. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est pas par hasard. Je dirais que chacun vient avec sa propre histoire. On ne peut pas être de droite catholique et oublier effectivement cette part de son identité et se retrouver aussi facilement sur les grands combats historiques qui ont été ceux en faveur de la réduction du temps de travail, en faveur de la gratuité des services publics. C'est-à-dire que je crois, la décroissance fait du neuf avec du vieux. C'est-à-dire qu'elle ne naît pas de rien. C'est une façon aussi de revisiter des siècles d'histoire. Les questions que nous posons, elles ont été posées des milliers de fois dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de la gauche. Il y a toujours eu deux gauches, il y a toujours eu une gauche productiviste, celle qui avait foi dans le développement de l'économie, celle qui avait foi dans le développement de la technoscience. Cette gauche productiviste, elle a toujours été dominante. Mais aujourd'hui, elle a du plomb dans l'aile. Parce qu'elle ne peut pas promettre le pays de cocagne à 7 ou 8 milliards d'humains. Il y a toujours eu d'autres gauches productivistes, antiproductivistes. Celles qui plongeaient leurs racines dans les résistances spontanées, par exemple des milieux populaires, face à ce qui était présenté comme le progrès. Les luttes pendant des siècles contre ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures, la fin des biens communaux, la lutte des ludites, cassant non pas toutes les machines, mais celles qui prenaient leur place. Le fameux le droit à la paresse de Paul Lafarge, les sublimes au XIXe siècle, ces ouvriers les plus qualifiés qui choisissaient de bosser le moins possible et qui refusaient de travailler le lundi, parce que le lundi avait un grand avantage vis-à-vis du dimanche, c'était que les cabarets étaient ouverts. La lutte des années 60-70 pour vivre et travailler au pays. Toutes ces gauches antiproductivistes ont toujours été minoritaires. Elles ont toujours été ridiculisées.
Et ça, il y avait même une traduction philosophique dans l'école de Francfort, où on considérait que les milieux populaires étaient tellement intégrés à la société de consommation que c'était fini, qu'il n'y avait plus à espérer. Eh bien moi, je fais le pari, mais c'est un pari, qu'il est possible de passer de cet antiproductivisme pessimiste à un antiproductivisme optimiste. Il y a des signes qui montrent que c'est possible. Et puis j'ai envie d'y croire. La notion de partage, dont vous avez beaucoup parlé, est très présente toujours dans vos discours. Vous aimez à répéter que vous voyez l'avènement de la décroissance comme le remplacement du temps des exploiteurs par le temps des partageurs. Qu'entendez-vous exactement par partage des richesses? L'impôt répartiteur actuel ne poursuit-il pas déjà cet objectif? Les milieux populaires payent un taux de pression fiscale plus important que les plus riches en France. C'est-à-dire que si on veut rester simplement sur la question de la fiscalité, il est évident que le système fiscal en place ne permettrait pas de faire transiter la société vers ce qu'on pourrait appeler une société de l'objection de croissance. Quand je dis que je suis partageux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté les riches et les pauvres. Ça veut dire qu'il y a des enrichis et des appauvris. Et que l'enrichissement des uns dépend de l'appauvrissement des autres. Et qu'il n'y a pas d'autre solution, si l'on veut s'en sortir, que d'apprendre à partager les richesses, mais déjà les ressources naturelles. Mais apprendre à partager les ressources naturelles, c'est pas, j'allais dire, une posture privative. C'est pas quelque chose qui va finalement nous pénaliser. Parce que c'est peut-être l'occasion d'apprendre à vivre autrement. Je dirais qu'aujourd'hui, si par exemple la notion d'anti-extractivisme, qui est une notion essentielle pour entrer en décroissance, si elle s'est développée en Amérique du Sud, c'est pas par hasard. Ce sont les paysans les plus pauvres. Ceux membres du mouvement des paysans sans terre au Brésil, qui ont créé le MAB, le mouvement des affligés par les barrages, lorsque le gouvernement brésilien a voulu construire quelques centaines de grands barrages hydrauliques. Et le MAB a dit, par principe, ils ne sont pas contre l'énergie hydraulique, mais ils ont posé la bonne question. L'énergie, pour qui, pour faire quoi? Et ensuite, ils ont généralisé, en disant ceux qui ont besoin de toujours plus d'énergie, ce sont les riches, ce sont les grandes firmes, ce ne sont pas les milieux populaires. Ce mouvement anti-extractiviste, concernant aussi bien l'agriculture, la monoculture ou l'industrie, eh ben, il avait déjà son antécédent en Afrique, dans les années 50-60. C'était la lutte contre ce qu'on appelait les éléphants blancs. C'est-à-dire les méga-projets profitables qu'à une petite minorité. Il a sa traduction européenne aujourd'hui. C'est la lutte contre les grands projets inutiles imposés. Il y a un lien entre non seulement Notre-Dame-des-Landes, mais aussi le barrage de Sivens, et la lutte en Inde pour s'opposer et obtenir ce qui a été fait. La fermeture des usines d'embouteillage de Coca-Cola, dans l'état du Kerala. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment, autour de la notion de partage des richesses, qu'il s'agisse de l'eau, des minerais. Ça, c'est le partage des ressources. Non, mais c'est bien pour ça que dans le partage des richesses, il y a à la fois le partage des richesses économiques et le partage des ressources. Parce qu'on sait très bien que notre développement s'est nourri, s'est fondé du pillage du tiers-monde. Et moi, de ce point de vue-là, je suis excessivement heureux de voir comment un mouvement comme le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, le CADTM, qui est effectivement l'un des grands héritiers du tiers-mondisme, vient aujourd'hui, avec sa propre histoire, sa propre tradition, sur les mêmes positions que nous. Oui, mais quand vous parlez de partage des richesses, les gens entendent partage, non pas des ressources, mais partage de la richesse acquise par un individu dans le cours de sa vie travailleuse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens, les individus sont disposés à partager ce qu'ils ont acquis dans leur vie d'activité? Alors déjà, les milieux populaires savent très bien qu'on ne s'enrichit pas par son travail. C'est-à-dire quand on voit aujourd'hui que plus de 90% des salariés sont dans un rapport entre 1 et 2,3. On a une extrême concentration des salaires, à l'exception d'une petite minorité. C'est-à-dire qu'on s'enrichit avant tout par la détention d'un patrimoine. C'est-à-dire que c'est effectivement aussi l'un des grands enjeux. Est-ce que les gens sont partageux suffisamment aujourd'hui? Je ne sais rien. Ce qu'on sait, c'est que les milieux populaires le sont spontanément plus que les classes aisées, pas seulement parce qu'ils ont, entre guillemets, moins à perdre,
mais aussi parce que tous les travaux de sociologues, d'historiens montrent que des idées de partage, de solidarité sont plus développées dans les milieux populaires qu'au sein des riches. Si on veut bien oublier Bill Gates, parce qu'il faudra aller plus loin après, ceux qui donnent le plus dans le cadre de ce qu'on appelle les œuvres charitables, ce sont les plus pauvres. Ce ne sont pas les plus riches. Et je crois que cette notion de partage, oui, aujourd'hui elle est en souffrance, mais parce qu'il y a effectivement cette droitisation de la société. Et de ce point de vue-là, la décroissance doit être, elle l'est en partie, mais pas suffisamment, aussi, j'allais dire, parmi ceux qui s'opposent le plus à la montée des extrêmes droites de partout à l'échelle européenne. Et l'on voit très bien d'ailleurs comment, si vous prenez le programme du Front National, le Front National nous dit ils sont pour la voiture, contre les transports en commun. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qu'il y a derrière les transports en commun, c'est-à-dire le type de société qui va avec, eh bien c'est complètement opposé aux valeurs qui sont les leurs. C'est-à-dire que je crois que nous ne sommes pas... Déjà, la décroissance, on n'est pas une petite grenouille qui aurait vocation à devenir aussi grosse que le bœuf. C'est-à-dire, on ne va sûrement pas dire c'est autour de nous que les choses vont se faire. Nous ne venons pas en disant on a la vérité révélée. On n'est pas une nouvelle avant-garde. Moi, j'ai suffisamment, j'allais dire, payé, donné dans l'histoire pour me méfier de tout ce discours surplombant et vertical. Ce que nous a appris un certain nombre de tragédies au XXe siècle, notamment le stalinisme, c'est que le grand problème, ce n'est pas la conquête du pouvoir. C'est même pas le partage du pouvoir, c'est de se défaire du pouvoir. Et je dirais que le pouvoir, entre guillemets, savant, c'est aussi la même chose. Moi, je vois très bien comment, aujourd'hui, c'est pas en disant « nous, on sait, et on va vous apprendre un certain nombre de choses qu'on va y arriver ». Ça, c'est voué à l'échec. Ça, c'est la posture des dames patronesses. Ça, c'est la posture des directeurs de conscience. On ne pourra s'en sortir que si on va chercher, au milieu des modes de vie ordinaires, de ce que Pierre Sanson appelait les gens de peu, d'autres façons de vivre. Et si on prend appui là-dessus, c'est là où il y a deux conceptions totalement différentes de l'éducation populaire. Il y a un certain nombre de décroissants qui ont repris la vieille posture, j'allais dire stalinienne, mais pas seulement stalinienne, de l'éducation populaire, on vous apporte la vérité. Et puis il y a d'autres qui renouent avec les vieilles traditions de l'éducation populaire, où il ne s'agit pas d'être une avant-garde éclairée, d'étonnant de savoir, où il s'agit de dire il faut simplement être un révélateur. Les gens ont déjà en eux d'autres façons d'être. Un argument couramment mis en avant par les objecteurs de croissance est que le progrès technique, moteur de la croissance, aurait été imposé de force aux individus de base par le pouvoir capitaliste et que toute action en retour serait justifiée par la lutte contre cette coercition initiale. Que pensez-vous de cette affirmation? Ne pourrait-elle pas servir de base idéologique et une dérive terroriste de l'objection de croissance? Alors pour moi déjà, il est évident que la décroissance n'est pas technophile, mais elle n'est pas non plus technophobe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion et une critique à avoir de ce qu'on peut appeler la technoscience. Il y a un bouquin extraordinaire qui a été publié il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle Une histoire populaire des sciences. Et qui montre que, contrairement aux légendes, ce sont dans les découvertes, les innovations des milieux populaires qu'ont puisé les scientifiques pour pouvoir généraliser effectivement leur point de vue sur le monde. Qu'aujourd'hui, on ait besoin de se défaire totalement, j'allais dire de la méga-machine, pour utiliser un terme de la touche, technique, pour développer des technologies conviviales, pour parler comme Illich, c'est évident. Mais après, il faut se donner les moyens de mener ce combat. Lorsque nous, par exemple, dans le cadre de, malheureusement, ce mouvement a fortement décliné, mais du mouvement pour une rentrée sans marque, qui s'opposait à la présence de la pub et des marques à l'école, on avait développé aussi un front de lutte qui était contre l'informatisation des établissements scolaires. Contre la wifisation des établissements scolaires. C'est un thème d'actualité. On a vu comment le président de la République, François Hollande, en octobre dernier, début novembre, a expliqué que dans les petits collages ruraux, il n'y a pas suffisamment d'enfants pour avoir des enseignants
eh bien on allait mettre des ordinateurs à la place. Donc oui, je suis convaincu qu'on peut s'opposer sur ce front-là à la technologisation de la société. Je suis convaincu parce que je l'ai expérimenté avec un certain nombre de listes au moment des dernières élections municipales, qu'on peut s'opposer au machinisme, par exemple à la Poste. Refusons la mise en place des machines à affranchir. Parce que ces machines automatiques à affranchir, c'est une façon de mettre en échec les plus faibles, les personnes âgées, les enfants, les handicapés et ceux qui maîtrisent mal le français. Et on voit comment aujourd'hui ces machines automatiques se développent également dans les bibliothèques. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on ait un, sauf peut-être dans nos réunions, mais dès qu'on s'adresse à la société, il ne s'agit pas de tenir une sorte de méga discours de haine sur la technologie. Il faut partir des enjeux quotidiens, des enjeux ordinaires, et faire comprendre aux gens en quoi effectivement le développement de la technologie, le développement du machinisme, c'est autant de prix sur l'humain. Faites-vous une différence entre le grand capitalisme des multinationales et le petit libéralisme de l'artisan, du travailleur indépendant? En d'autres termes, êtes-vous systématiquement contre la libre entreprise et la libre concurrence? Mais je dirais que cette façon d'agréger le petit artisan et la grande firme internationale, c'est le point de vue du MEDEF. Ce qui caractérise le capitalisme, c'est quoi? C'est d'avoir inversé ce qui était le flux traditionnel marchand. Le flux traditionnel marchand, c'est au départ, j'ai une marchandise que je troque contre de l'argent pour pouvoir racheter une autre marchandise. J'échange une pomme contre une poire. Ça a un sens. Et je dirais qu'il n'y a pas de logique de contrainte d'accumulation. J'échange une utilité contre une autre utilité et l'argent n'est qu'un moyen. Donc la forme pré-capitaliste, et j'espère post-capitaliste, c'est marchandise, argent, marchandise, M-A-M. Le capitalisme inverse ça. Au départ, j'ai de l'argent que je troque contre une marchandise pour avoir plus d'argent. A-M-A. Oui, mais échanger un billet de 20 € contre un autre billet de 20 €, c'est complètement stupide. Donc c'est pas A-M-A, c'est A-M-A', puis A seconde. Et c'est là où il y a effectivement cette logique d'accumulation. Donc quand on dénonce le capitalisme, il ne s'agit pas de dénoncer l'artisan, il ne s'agit pas de dénoncer le paysan, il s'agit de dénoncer un fonctionnement capitaliste de l'argent. De la même façon que dans les milieux de la décroissance, il y a un débat sur l'argent. Mais l'argent, il peut fonctionner de deux façons. Soit l'argent, il fonctionne comme une façon de dire qu'il faut donner pour avoir, remettant en cause en quelque sorte notre toute-puissance. Soit l'argent devient au contraire un symbole de toute-puissance, parce que j'ai du fric, je peux tout me payer, y compris un gamin dans le cadre du tourisme sexuel. Alors, à propos de l'argent et du capitalisme, le grand capitalisme est alimenté aujourd'hui par le système de création monétaire des banques privées. À votre avis, quel système de création monétaire devrait adopter une société décroissante? Il est évident qu'il faut déjà une réappropriation politique de l'argent. C'est-à-dire que c'est au pouvoir politique de maîtriser l'argent. Et non pas, effectivement, à des institutions indépendantes, comme on a mis en place avec la Banque Centrale Européenne. Deuxièmement, il est évident que l'argent n'a pas nécessairement à être géré au niveau national. Et si tout à l'heure j'évoquais, par rapport à la perspective d'un revenu garanti pour tous, la fondation de monnaie régionale et de monnaie locale, c'est que dans ce domaine-là aussi, il faut être partageux. C'est-à-dire qu'il faut répartir davantage la puissance des créations monétaires. Mais si on fait une monnaie locale, du point de vue de la décroissance, parce qu'on peut faire aussi une monnaie locale pour se faire plaisir, une sorte de gadget, bobo, mais qui ne changerait rien du tout. C'est pas pour que cette monnaie locale vous permette d'aller à McDo. C'est-à-dire cette monnaie locale, elle doit être à forte valeur ajoutée écologique et sociale. Ça ne doit être à accepter que pour des produits soutenables. Sinon, on n'a pas avancé d'un centimètre. Donc, ce qu'il va falloir apprendre à faire, mais là, très franchement, on est vraiment très court sur pattes, hein. Il y a des expérimentations, on n'a vraiment pas réponse à tout. C'est apprendre non seulement à reprendre la main sur la monnaie, comment? Se réapproprier, c'est évident qu'il faut, je ne dis pas sortir de l'Europe, mais transformer radicalement cette Europe. Et qu'il faut aussi, au niveau régional, au niveau local, que
les représentants de la population, là ce serait tout le débat sur la démocratie, aient la capacité d'émettre des monnaies. Mais cette monnaie, il va falloir apprendre à faire des monnaies fléchées. C'est-à-dire des monnaies qui ne seront valables que pour des choses qui nous semblent bonnes, quitte à nous planter. Parce qu'effectivement, je dirais que nous n'avons pas un projet ficelé de A à Z. Et tant mieux. Oui, oui. Les objecteurs de croissance se font un point d'honneur politique à affirmer qu'ils appartiennent à la famille de gauche. Vous avez même co-signé un livre collectif s'intitulant « Notre décroissance n'est pas de droite ». Parallèlement, vous avez fortement critiqué un livre d'Alain de Benoît sur la décroissance, qualifiant même sa littérature de nauséabonde. Pouvez-vous nous expliquer très clairement ce que sont pour vous les idées décroissantes de droite, et notamment, enfin, et accessoirement, ce qu'il y a de nauséabond dans le livre d'Alain de Benoît? Déjà, c'est toute une série d'ouvrages, en fait. Notre décroissance n'est pas de droite, sur l'antiproductivisme de gauche. Il y a eu 3 ou 4 bouquins qui ont été publiés. Ils ont été publiés, je dirais, en quelque sorte dans l'urgence. Parce qu'à un moment donné, l'essentiel des mouvances de la décroissance en France se sont dit, en quelque sorte, il y a urgence, parce qu'on voit se développer des courants de droite, voire d'extrême droite, qui s'emparent de la notion de décroissance. Et parce qu'on a vu aussi, non pas des courants, mais des idées, qui tendaient à se diluer dans la société. Il est évident que, pour nous, la décroissance va nécessairement avec l'égalité. Et que je sache, Alain de Benoît, par exemple, n'est pas ce qu'on fait de mieux en tant que fan de l'égalité. C'est-à-dire qu'il est évident, il ne faut pas le cacher, au contraire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, c'est pas né à gauche. L'écologie, au sens moderne du terme, elle vient d'abord des milieux de droite. C'est pas par hasard, tout à l'heure, que j'ai cité Salazar, le dictateur du Portugal. Et c'est vrai que parfois, dans certains milieux écolos ou décroissance, on n'est pas très loin de l'idée que la Terre, elle ne ment pas. Je pense à Vichy et à Pétain. David Thoreau n'était pas de gauche. Mais David Thoreau n'était pas de gauche. Mais c'est évident. Mais je crois que on a... C'est pour ça que je dis, le mouvement de la décroissance, l'écologie politique au sens large, a un rameau important qui vient effectivement des milieux de droite. Pourquoi? Parce que c'était cette idée que ce qu'on pourrait appeler rapidement la modernité correspondait à la décadence de la société. Il y a toute une partie... C'est catholique aussi, ça. Mais bien sûr que c'est catholique. Et c'est bien une des raisons. Mais je dirais que quand on marie l'écologie et la religion, il y a 2 façons de le faire, ou la décroissance. Soit vous le faites à la façon des théologies de la libération. Et vous dites à ce moment-là, c'est l'option préférentielle pour les plus pauvres. C'est le partage des richesses. Et à ce moment-là, moi, qui suis athée, je signe tout de suite. Soit vous dites, et c'est la posture dominante aujourd'hui, ça n'était pas dans les années 70, mais aujourd'hui c'est la posture dominante. Soit vous dites, globalement, si ça va si mal, c'est parce qu'on a oublié les droits de Dieu. Et vous opposez les droits de Dieu aux droits de l'homme. Et à ce moment-là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas du côté de ce que serait une posture, je dirais réactionnaire, mais au sens étymologique du terme. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on est tous d'accord pour dire, à peu près dans la société qu'on va dans le mur. Il y a ceux qui pensent qu'il est possible de sauter par-dessus le mur, le capitalisme vert, et ceux qui pensent qu'il est nécessaire de faire des pas de côté, et j'avais ajouté, non pas de revenir en arrière. Parce qu'on ne revient jamais en arrière. Croire qu'une société puisse revenir en arrière, ça serait croire déjà qu'un individu qui souffrirait de ce qu'on appelle une régression redeviendra un enfant. Non, c'est un individu malade. Et puis parce que la société d'avant, elle n'était pas aussi joyeuse que ça. Donc il va bien falloir effectivement multiplier les pas de côté, créer des dynamiques de rupture. Et effectivement, je dirais, lorsque une partie des mouvements identitaires, ce qu'on appelle les identitaires, une partie
des jeunes du Front National, mais peut-être pas seulement des jeunes d'ailleurs, font de l'œil à l'idée de la décroissance, au courant de la décroissance, c'est leur droit légitime. Mais moi je dis, pas avec eux. C'est-à-dire que je dis qu'effectivement, on ne partage pas le même combat. On partage peut-être, et probablement, la même détestation de la publicité, la même détestation de la société d'hyperconsommation. C'est évident. Mais je dirais que ce rejet de ce qui est ne suffit pas à nous unir. Et je préfère chercher à convaincre, et c'est pas gagné, hein, certains courants de gauche à l'écologie et à la décroissance, que d'essayer de gagner à l'égalité et à la justice les courants d'extrême droite. En conclusion, comment voyez-vous l'évolution sociopolitique de notre société dans les 5 ans à venir? Très mal. Moi, je suis effectivement très inquiet, pas seulement, quand vous dites de la société, si on parle de la France ou à l'échelle internationale, je crois que nous sommes face à une période historique sombre qui est celle de retour de l'extrême droite à l'échelle européenne aujourd'hui. Partout, effectivement, entre 15 et 25-30%. Et c'est effectivement quelque chose qui m'épouvante. D'où une sorte de tentation de repli en allant chercher du côté de l'Amérique du Sud, ou de l'Inde, ou de l'Afrique, d'autres façons de s'opposer à la société hypercapitaliste et à la société productiviste. Et à ce moment-là, je constate qu'il y a des convergences possibles. C'est-à-dire qu'effectivement, je me sens plus proche des Amérindiens, des Africains, que des États-Unis. C'est-à-dire que la conception de la vie, de ce qu'est une vie bonne, la conception de la société m'apparaît plus importante. Moi, je crois, par exemple, que la décroissance, mais là encore, ce discours pourrait être porté aussi par toute une partie de la décroissance d'extrême droite ou de droite. Moi, je crois que la décroissance devrait aujourd'hui insister sur le racisme anti-vieux qui est dans notre société. Toutes les sociétés qui nous ont précédés ont toujours accordé une place essentielle aux anciens. Parce que les anciens étaient les représentants de la lenteur. Notre société a sombré depuis 2 siècles dans le culte de la vitesse. Nous sommes arrivés à cette dictature des temps rapides sur les temps longs, des temps courts sur les temps longs. Si nous avons besoin de ralentir, c'est d'abord pour les gamins. Prenez ces enfants de 6 ans dont on emploie du temps de cadres dirigeants, qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer, alors que l'ennui est essentiel pour pouvoir se structurer. Prenez ces gamines de 10-12 ans qu'on déguise en Lolita, à qui on vole le temps spécifique de leur enfance. Ces enfants qu'on fait grandir trop vite, ça devient ensuite des ados adultes, des éternels adolescents, parfaitement adaptés à une société boulimique, à une société d'hyperconsommation. Donc moi je suis convaincu qu'il faut, du point de vue de la décroissance, qu'on repolitise un certain nombre d'enjeux, comme effectivement la place des anciens dans la société, comme également le rapport à la mort. Moi je constate comment cette société du toujours plus a évacué la mort. Parce qu'on avait besoin d'oublier notre caractère mortel, notre finitude, pour pouvoir développer cette jouissance d'emprise et cette jouissance d'avoir. Et donc il faut remettre la mort au centre de la vie, non pas pour être morbide, mais pour être pleinement jouissif. Remettre la mort au centre de la vie, ça peut vouloir dire le débat sur la fin de vie. Ça peut vouloir dire aussi reconnaître dans la société le droit d'être malade, ce qu'on conteste de plus en plus, le droit de vieillir. Et puis ça peut être, comme le pratique Montsartou, la gratuité des services funéraires. Soyons au moins égaux devant la mort, parce qu'on a peut-être plus de chances de l'être demain dans la vie. Et donc tant que nous n'arriverons pas à repolitiser ces grandes questions anthropologiques, on n'y arrivera pas. Parce que la décroissance, c'est pas seulement une révolution énergétique, c'est pas seulement une révolution écologique, sociale, politique, c'est une révolution anthropologique. C'est-à-dire que c'est la conception même de l'humain qui est en jeu. C'est la conception déjà, qu'est-ce qu'on considère comme la vie bonne. Et je dirais que si on accepte l'idée dominante aujourd'hui, que la vie bonne c'est de remplir son caddie ou son frigo le plus vite possible et le plus plein possible, alors là effectivement il y a totalement à désespérer. Mais je suis convaincu que même parmi ceux qui remplissent leur frigo le plus vite possible ou le plus plein possible, il y a de la souffrance. Je suis convaincu que, si vous regardez la quantité de psychotropes ou d'antidépresseurs consommés, notamment en France, pour se dire que cette société n'est pas jouissive. Mais même dans les milieux de la décroissance, on a tendance
je dirais, à diaboliser un peu trop vite les milieux populaires en disant « ils sont téléphages ». Mais on oublie déjà que toutes les études de sociologues montrent que les milieux populaires ne regardent pas la télé de la même façon, j'allais dire, que les petits bourgeois. C'est-à-dire qu'on peut regarder une émission idiote justement parce qu'il y a, j'allais dire, une jouissance à accumuler les bêtises. Pour la LS, merci. Merci. La puissance des pauvres, c'est-à-dire ce que l'on peut effectivement apprendre des pauvres, est à mes yeux essentiel. Alors, quand bien même la croissance resterait techniquement possible, là on revient sur la bioéconomie, soit par la découverte de la mise en œuvre de nouvelles énergies renouvelables, la découverte de nouveaux minerais, soit on parle aussi d'un développement du tertiaire, palliant ainsi le repli du primaire ou du secondaire. Quand bien même ces éventualités, vous dites qu'il faudrait quand même décroître. Pourquoi? Mais parce que tout simplement pour pouvoir rester humain. C'est-à-dire que moi je suis totalement convaincu que nous avons choisi collectivement la production des richesses économiques contre la propre reproduction de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, parler de société capitaliste est devenu un abus de langage. Ce monde capitaliste ne fait plus société. Puis ce qui le caractérise, c'est la déliaison sociale. Mais parler de monde capitaliste, c'est aussi un abus de langage. Cet univers capitaliste n'est plus un monde puisqu'il n'est pas porteur de sens. Donc l'idée que finalement, la finalité de nos existences, ça serait d'accumuler toujours plus, d'avoir toujours plus. C'est quelque chose qui nous empêche d'être pleinement humains. Et de ce point de vue, je suis convaincu que c'est véritablement en se mettant à l'écoute des plus pauvres et notamment des peuples du Sud que nous pouvons apprendre les principaux outils théoriques qui nous permettent d'envisager des transitions vers ce qu'on pourrait appeler une société de la décroissance, nous viennent aujourd'hui des pays les plus pauvres. C'est par exemple en Amérique du Sud le concept de buen vivir, de bien vivre, par opposition au bien-être de la société d'hyperconsommation. En Afrique, c'est la notion de plus vivre, dans la philosophie négro-africaine de l'existence. En Inde, c'est la notion de vie pleine, par opposition à ce qu'est notre conception d'une vie bonne. La notion d'anti-extractivisme, la notion de pachamanisme, de défense de la terre-mère, nous viennent aussi de ces peuples-là. Parce que tout simplement, de par, j'allais dire, leur vie ordinaire, de par leur mémoire, de par leur culture, ils entretiennent d'autres façons de vivre qui ne sont pas les nôtres. La pire des choses pour moi, et c'est là où la décroissance, et une partie de la décroissance, fait un très sale boulot, c'est lorsqu'on laisse croire que la décroissance, ça serait simplement de faire la même chose en moins. C'est-à-dire d'apprendre à se serrer la ceinture un peu, beaucoup passionnément, oui, à la folie. Je dirais sur le plan politique, c'est-à-dire que je suis effectivement pour une dilution du pouvoir dans la société, mais aussi sur le plan écologique. C'est-à-dire que je considère qu'il est indispensable qu'on apprenne à partager les richesses. Donc moi, la question qui a toujours été la mienne, c'est-à-dire qu'il faut partager le gâteau, mais donc il faut un autre gâteau. Il faut changer sa recette, parce qu'on partage très mal des biens de luxe, des yachts et autres. Donc pour moi, j'allais dire, la décroissance, c'est presque venu naturellement, après des combats que j'ai pu mener contre la malbouffe, lorsque j'avais écrit mon premier bouquin contre la McDonaldisation, contre ce qu'on pourrait appeler la Disneylandisation du monde. C'est-à-dire, pour moi, la décroissance, c'est qu'une façon de poursuivre le combat pour la justice sociale, et on parle aujourd'hui de justice écologique. Simplement sur le plan de la terminologie, je me définis aujourd'hui comme un objecteur de croissance amoureux du bien vivre. Tout simplement parce que, pour moi, les deux termes sont aussi importants les uns que les autres. C'est ce qu'essaye de résumer, maladroitement comme tout slogan, mais notre slogan. Moins de biens et plus de liens. Donc moins de biens matériels, c'est évident. Mais c'est pas pour apprendre à se serrer la ceinture. C'est pas pour être du rajouir. C'est pour recréer du lien social. Pour être du côté de la fabrique de l'humain. Et la décroissance, je dirais, c'est un peu un chemin de crête. C'est-à-dire qu'on croise dans les milieux de la décroissance le meilleur comme le pire. Le pire, ça serait effectivement une décroissance austéritaire, qui appellerait tout simplement
j'allais dire, peut-être faute d'imagination, à faire la même chose en moins. Et on pourrait dire dans ce cas-là qu'on pourrait trouver des ancêtres illustres, mais peu sympathiques, à la décroissance. Par exemple, Salazar, l'ancien dictateur portugais, qui disait que le bonheur était dans le renoncement. Salazar disait aussi qu'il fallait sacrifier le désir. Moi, c'est évident que si la décroissance était ça, je m'oppose à la décroissance. Parce que je suis du côté, d'un plus-vivre. Je suis d'un côté d'une jouissance. Mais d'une jouissance qui n'est pas une jouissance d'avoir, une jouissance d'emprise, mais qui est une jouissance d'être. C'est-à-dire qui est une jouissance qui se souvient que l'être humain est d'abord un être social. Alors, excusez-moi de revenir encore un petit peu sur l'idéologie. Ce sera une dernière question sur ce thème. Si on considère les économistes décroissants historiques, vous considérez-vous plus proche de Nicolas Georgescu-Roegen, le père fondateur du concept scientifique de décroissance inéluctable lié à la loi d'entropie? Paul Ariès, 55 ans, est politologue, essayiste et rédacteur en chef du mensuel Les Indignés, après avoir été celui du sarcophage. Il est un militant actif de l'objection de croissance, de la lutte contre la publicité et contre la malbouffe. Fermement convaincu que la décroissance est synonyme de partage des richesses, il fustige les décroissants austéritaires et il est adepte du buen vivir qu'il traduit par décroissance gourmande. Il co-organise en juillet 2012 le Forum mondial sur la pauvreté avec la communauté Emmaüs et aime à rappeler que sa décroissance n'est pas de droite. En 2014, il signe l'appel du Mouvement pour la 6e République initié par Jean-Luc Mélenchon et le Parti de gauche. Paul Ariès, bonjour. Bonjour. Vous êtes un militant actif de l'objection de croissance. Comment en êtes-vous personnellement venu à la contestation de la société croissante et depuis quand? Alors moi, je ne suis pas venu à la décroissance par l'écologie. J'y suis venu davantage par le fait que je n'ai jamais trouvé de plaisir à la société, je dirais, de consommation et d'hyperconsommation. Moi, je viens effectivement nativement de gauche, mais pour des raisons familiales, mais aussi qui tiennent à ma propre histoire, j'ai toujours trouvé que le productivisme et le consumérisme n'étaient pas ce qui apportait davantage de bonheur. Donc c'est par la gauche que j'y suis venu, mais par une gauche antiproductiviste, avant même qu'on commence à parler de menaces sur les écosystèmes. Donc j'avais presque, je dirais au niveau des tripes, ce rejet de la société d'hyperconsommation, et après je me suis bricolé de bonnes raisons d'être objecteur de croissance. Alors au niveau des tripes et maintenant au niveau de l'esprit, on distingue généralement deux approches de la décroissance, une approche physique qui met l'accent sur l'impossibilité matérielle de continuer à croître dans un monde où les ressources naturelles sont limitées, et une approche culturelle qui, elle, privilégie la lutte, comme vous venez de dire, contre le capitalisme productiviste et son corollaire consumériste. De quelle approche vous reconnaissez-vous le plus? Sans aucun doute de la deuxième approche. C'est-à-dire c'est parce que je suis un partageux dans tous les domaines, aussi bien, je dirais, ce sont des étudiants qui sont nés dans le cadre d'un discours écolo. Ça fait 20 ans qu'ils entendent dire qu'il y a le feu à la planète. Eh bien, je dirais, à force de leur répéter ceci, sans leur donner des perspectives, sans leur montrer qu'effectivement, ils ont tout à y gagner, ils finissent par ne plus croire ce qu'ils savent. C'est-à-dire, ils finissent effectivement par considérer que tout ce discours sur le réchauffement planétaire, sur l'épuisement des ressources, finalement, ça serait ce qu'on pourrait appeler un globalivaire, c'est-à-dire un des gros mensonges du système. Et à ce moment-là, on a totalement perdu. Alors, vous parlez de vos étudiants. Précisément, à votre avis, comment l'homme de la rue, en général, se positionne-t-il par rapport au concept de décroissance? Vous dites que vous n'aimez pas le concept, on va dire au mot décroissance. Si vous deviez dresser une carte sociologique de la décroissance, quels seraient ses grands contours? D'une manière générale, moi je suis convaincu que ceux qui parlent le mieux, ou qui pratiquent plutôt le mieux la décroissance,
ce sont les milieux les plus populaires. C'est-à-dire qu'y compris dans certains milieux écologistes, dans certains milieux de la décroissance de droite, on a tendance à diaboliser les milieux populaires, à les dénoncer pour leurs vieilles voitures polluantes, à les dénoncer pour leur amour des écrans plasma. Mais en fait, quand on regarde objectivement les chiffres, ceux qui émettent le moins d'émissions de carbone, c'est ceux qui ont moins, c'est pas ceux qui ont le plus. Et donc ceux qui parlent et ceux qui font le mieux aujourd'hui de la décroissance ou de l'écologie, eh bien ce sont les milieux populaires et, j'allais presque dire, les plus populaires d'entre eux. Moi je suis très proche du courant qu'on appelle de l'écologisme des pauvres, avec notamment l'un des grands théoriciens, Juan Martinez-Allier, qui vient juste de republier dans le bouquin sur l'écologisme des pauvres, et qui nous montre que très souvent les pauvres, à l'échelle planétaire, font même de l'écologie, de l'objection de croissance, de la décroissance, sans même le savoir, sans le mot pour pouvoir le dire. Moi je me méfie effectivement de cette idée qui est très en vogue, qu'il faudrait avoir déjà un certain pouvoir d'achat, un certain niveau de vie, pour pouvoir commencer à s'intéresser à l'écologie. Comme si l'écologie était une sorte de luxe pour gamins de riches, pour gosses de riches. Ça, c'est le point de vue des riches sur l'écologie. En revanche, les milieux populaires, ils ne relèvent pas d'une culture du manque, ils relèvent d'une culture du peu. Ça fait quelques centaines d'années qu'ils apprennent à faire avec peu. Et de ce point de vue-là, des travaux comme ceux de Majid Ramina sur effectivement, ou par exemple d'Herman Daly, son disciple et néanmoins dissident, avec son concept d'état stationnaire. Alors déjà, pour moi, la décroissance, c'est pas un concept. C'est-à-dire que pour moi, la décroissance, c'est ce que j'avais pu appeler un mot obus, qui sert simplement à pulvériser l'idéologie dominante. Quand je dis que la décroissance, c'est pas un concept, ça veut dire que, comme le soutient d'ailleurs mon ami Serge Latouche, le vrai mot qu'on doit avoir dans la tête, c'est croissance. Privative, comme quand on dit athéisme. C'est-à-dire qu'il faut penser des solutions en dehors du mythe de la croissance. Mais je crois qu'on aurait tort, effectivement, de trop insister sur la dimension, on pourrait dire, inéluctable ou matérielle de la décroissance. C'est-à-dire sur l'épuisement des ressources, sur l'entropie. Parce que ce point de vue nous conduirait très vite, finalement, à adopter un discours politique ou des revendications qui ne seraient pas, j'allais dire, dans l'intérêt du plus grand nombre. Moi, je préfère partir d'un constat qui est tout simple, et qui est de dire qu'aujourd'hui, la planète est déjà bien assez riche pour permettre à 7 milliards, 8 milliards d'humains de vivre bien. Et moi, j'appartiens davantage, effectivement, à toute cette longue tradition, mais qui remonte sur plusieurs siècles, des gauches antiproductivistes, et qui accueillent avec sympathie, mais parfois avec réserve, certains discours de ce qu'on pourrait appeler une écologie radicale. Donc je préfère me situer dans, j'allais dire, la trajectoire, la mouvance du droit à la paresse de Paul Lafargue, que plutôt effectivement dans des travaux qui reposent sur une approche, j'allais dire, de sciences naturelles. On a un bon exemple des limites d'ailleurs, lorsque un ancien ministre de l'écologie, qu'on connaît tous, signe un bouquin sur Pétrole Apocalypse, Yves Cochet, et qu'il dit, compte tenu de la déflation, nous n'aurons plus d'aviation civile en 2013. Les avions continuent à circuler. Je crois qu'il faut se méfier d'une vision trop apocalyptique. Et le danger, c'est pas simplement d'alarmer les gens trop tôt, c'est tout simplement que le réquisitoire pourrait finir par être assommant. Et je dirais que le réquisitoire contre la société productiviste, on l'a effectivement nourri depuis des années, à un tel point que finalement ça pourrait presque développer le cynisme. Et moi je le vois y compris parmi mes étudiants.